Bienvenue sur cette vidéo et ce podcast qui va traiter du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Le TDI est un trouble qui est référencé dans le DSM, qui est un manuel de classification des maladies mentales, créé par l'APA, APA, American Psychiatric Association. Il existe un autre manuel de classification des maladies mentales qui se trouve dans un chapitre particulier et dédié aux troubles mentaux, nommé la CIM, C-I-M, Classification internationale des troubles des maladies. Elle regroupe cette classification des maladies dites physiologiques et des maladies dites psychiatriques ou psychologiques. Le TDI est un trouble controversé. Pourquoi est-il controversé ? Eh bien, les différents psychiatres ne sont pas forcément d'accord sur le trouble. C'est-à-dire que certains psychiatres vont dire qu'il existe, d'autres vont dire qu'il n'existe pas. Certains psychiatres vont dire que le TDI vient de traumatisme, donc d'une histoire traumatique, qui aurait invité une conscience à se scinder et à développer ce que l'on appelle des alters, c'est-à-dire d'autres personnalités. Personnellement, nous voyons le TDI comme un spectre. Et nous pensons que c'est une étiquette diagnostique comme les autres que nous pouvons envisager et sur laquelle nous pouvons discuter, qui présente bien entendu des enjeux thérapeutiques et des enjeux diagnostiques. Pour être simple et pour essayer de décrire simplement le TDI, il se développerait notamment au cours de l'enfance, où la structuration de l'individu se fait et où sans cadre et sans structure émotionnelle équilibrée, l'enfant peut développer une identité multiple. Le TDI était autrefois appelé trouble de la personnalité multiple. Il faut savoir que dans des cas spécifiques, le TDI peut engendrer des dissociations très importantes. La dissociation est un phénomène psychologique courant que nous avons tous déjà expérimenté et sur laquelle reposent notamment des techniques d'hypnose. Ça va être une dissociation induite par le thérapeute. Mais la dissociation est un état, comme l'état hypnotique, que nous expérimentons au quotidien. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque vous conduisez, une forme d'automatisme mental fait que vous avez la possibilité à la fois d'accomplir une tâche qui est complexe et en même temps, par exemple, de porter votre attention sur un autre objet ou sur un sujet, une conversation, par exemple. Lorsque vous marchez et que vous vous rendez à un lieu que vous connaissez bien, il en va de même. C'est comme si votre corps connaissait la route et n'avait pas besoin de la disponibilité de votre attention. Dans un cadre pathologique, la dissociation apparaît notamment au cours d'événements traumatiques. Vous avez certainement entendu les théories qui parlent justement du stress post-traumatique. D'événements comme gros accidents de voiture ou d'agressions sexuelles ou autres événements qui peuvent être dits traumatiques, mais cela encore dépend de la subjectivité et de la sensibilité de tout à chacun, et qui entraîne un phénomène de dissociation. Le combat, la fuite, la dissociation. Voilà les 3 alternatives que notre cerveau aurait pour faire face à une situation dite dangereuse et que notre cerveau ne peut entre guillemets pas gérer. Selon certains psychiatres qui ont théorisé sur le trouble dissociatif de l'identité, un enfant qui aurait par exemple été abusé psychologiquement, physiquement ou sexuellement aurait pu tenter de faire face, son cerveau ayant été comme en état de saturation, et développer un alter. Il n'est pas question d'amis imaginaires, mais réellement d'alter, c'est-à-dire d'une personnalité différente. Ainsi, comme une clémentine qui a son écorce à la base et qui permet de garder les quartiers ensemble, l'enfant peut se développer sans écorce suffisamment solide et n'avoir ses quartiers
qui ne sont pas forcément attachés les uns aux autres, ou reliés par des membranes plus fines et plus fragiles. Il se peut donc pour une personne atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité, admettons qui présente 2 personnalités car c'est le minimum pour le diagnostic, à part entière, que la personnalité 1 ne soit pas consciente au moment où la personnalité 2 prend le contrôle. Nous pouvons également appeler ça fronter. Donc si l'alter ou la personnalité 1 ne fronte pas mais que c'est la personnalité 2 qui fronte et qui n'a pas du tout la même personnalité ni le même tempérament, et que par exemple cette personnalité 2 aime faire la fête et conduit l'hôte qui est en fait la personne à part entière à un endroit X, il se peut que la personnalité 1 qui revienne à la conscience se trouve dans un lieu où elle n'a pas le souvenir d'avoir été, ce qui, vous l'imaginez bien, peut avoir de graves conséquences pour l'équilibre mental d'une personne en particulier, qui n'est pas diagnostiquée par exemple. Comme nous le précisions, selon notre théorie, le trouble dissociatif de l'identité est un spectre. Ainsi, à travers un travail thérapeutique, il y a une possibilité pour ces 2 personnalités distinctes de se rencontrer, de s'apprivoiser, de vivre ensemble, et même une unification qui est possible, nous y croyons. L'important est avant tout de prendre conscience de ces différentes parties de nous-mêmes, que l'on soit largement atteint au niveau du spectre ou un petit peu. Dans tous les cas, le protocole est applicable si nous ne sommes pas atteints d'un trouble dissociatif de l'identité. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a en nous beaucoup de parties que nous n'acceptons pas. Et nous pensons que cela peut être à l'origine notamment de décompensations psychotiques ou névrotiques. Si nous avons des valeurs morales importantes, et qu'une partie de nous semble représenter des pulsions, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient en lien avec la violence, de graves violences, il se peut que nous rejetions ou refoulions ces parties-là, que nous n'acceptions pas qu'elles fassent partie de nous. Cela peut, à notre sens, névroser en quelque sorte l'identité. Prendre conscience que des parties de nous qui nous habitent ne nous ressemblent pas peut permettre de trouver un équilibre. Il faut avoir confiance en notre plasticité cérébrale qui permet justement le lien entre ces différentes fonctions. Dans d'autres étiquettes diagnostiques, comme par exemple l'autisme, ou la faculté de devoir se cacher, notamment chez les autistes Asperger femmes, va être grandement sollicitée, il se peut également qu'un trouble de l'identité apparaisse. Une faculté à être un caméléon, par exemple, pour trouver un terme simple, à développer différentes identités afin de pouvoir s'adapter en fonction des milieux. Le problème de ce genre de troubles dissociatifs et troubles de l'identité, c'est que l'être ne sait plus qui il est ou elle est. Il y a une notion d'individualité et d'identité qui est grandement endommagée. Ainsi, pour une personne pour qui il est évident qu'il a une identité une et qui est toujours fidèle à cette identité-là, il est clair que ce protocole a certainement moins d'intérêt. Cela dit, personnifier des émotions ou des choses par lesquelles nous sommes traversés, qui semblent ne pas nous ressembler ou avec lesquelles nous sommes en désaccord ou en malaise, peut aider à un équilibre psychique. Voilà pourquoi le protocole peut être appliqué dans des cas pluriels, dans le but d'une meilleure connaissance de soi, d'une meilleure appréhension de soi, et également d'un non-jugement de soi, de ne pas s'identifier à des choses qui nous traversent. À reconnaître
que nous sommes des êtres entiers, qui ne sommes pas des êtres parfaits, qui ne sommes pas toujours positifs, qui ne sommes pas toujours négatifs. Parler à un alter peut également permettre, de façon ludique, de se représenter son intériorité, de faire un travail d'introspection qui nous semble aujourd'hui important dans une société où nous sommes toujours tournés vers l'extérieur et vers les apparences, pour s'abandonner, pour se maîtriser, pour ne plus être dans le contrôle. En quelque sorte, c'est un exercice pour des personnes qui sont fragilisées, qui sont comme cassées, qui auraient différents morceaux d'elles-mêmes, qui seraient répartis dans différents endroits, qu'il suffit d'aller chercher, qu'il suffit, c'est une expression car en réalité c'est peut-être un travail très profond et très long, de récupérer ces pièces-là afin de les réassembler. Nous ne croyons pas, cela dit, que l'homme est un objet. L'homme est en réalité vivant. Et le cerveau présente une plasticité et une capacité à se régénérer comme le corps. Voilà notre vision des choses sur le TDI, qui est un trouble comme les autres, qui peut présenter des controverses, des critiques, des enjeux, mais qui est avant tout un trouble que l'on ne soigne pas avec des médicaments, même si certains symptômes qui sont conséquences de ce trouble peuvent nécessiter un traitement médicamenteux et qu'il n'y a absolument aucun tort à en avoir un. Mais pour permettre une plus grande liberté aux personnes, nous vous invitons à suivre ces outils ou à les partager. Car bien souvent, lorsque nous n'avons aucune connaissance en psychologie ou en psychiatrie, nous remettons notre confiance entre les bras d'un médecin, d'un psychiatre ou d'un psychologue, et que celui-ci n'est pas nécessairement formé à différentes approches et appartient bien souvent à un courant spécifique donné. Ainsi, avoir des approches plurielles nous permet une plus grande liberté face aux autorités scientifiques et médicales. Si vous avez un personnel ou l'occasion d'avoir des séances de thérapie avec une personne en qui vous faites réellement confiance et que vous sentez que son approche vous convient, c'est très bien. Cela dit, si vous êtes dans une errance diagnostique ou que vous n'avez pas les moyens d'aller consulter un psychologue, cela peut être utile pour vous. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons une bonne journée.